Bonjour à tous. J'ai remarqué que beaucoup de spectateurs, qu'ils soient jongleurs ou non, ont une vision assez superficielle de leur discipline en spectacle, et je voudrais essayer d'aller un peu plus dans le détail. Ici, je vais adopter un point de vue qui suppose que tout signifie quelque chose, même si tout n'est pas forcément intentionnel. Je suppose que les artistes en général et les jongleurs en particulier sont traversés par la culture de la société dans laquelle ils vivent, et qu'ils le choisissent ou non, cette culture va transpirer dans leur jonglage. C'est ce qu'on va essayer de regarder. Je vais m'appuyer sur une grille que j'ai mise au point et qui comprend différentes étapes, différents chapitres d'analyse, la technique, les accessoires, les costumes, la musique, les personnages, la structure du numéro, et puis on va faire quelques hypothèses sur les valeurs qui sont véhiculées par le numéro. Alors aujourd'hui, je vous propose l'analyse du numéro de Sergueï Ignatov. Il est né en 1950 et il a eu son pic de carrière dans les années 70-80, où il est venu en France d'ailleurs. J'ai rencontré des gens qui l'ont vu à cette époque-là et qui ont été très influencés. Il est connu pour avoir été le premier à jongler à 11 anneaux en public. C'est pas le premier qui a jonglé à 11 anneaux, mais enfin, ça serait le premier qui l'aurait fait en public. Et il est connu pour beaucoup d'autres choses aussi, c'est vraiment une célébrité, donc on va voir tout ça. On va s'appuyer sur une captation télé, donc le numéro est coupé, il y a des faux applaudissements, il y a des commentaires, il y a des changements de point de vue, il y a des changements de caméra, il y a des cadrages bien spécifiques qui sont faits pour la télévision, donc l'exercice a ses limites, mais on n'a que ça, donc on va faire avec. On va d'abord dérouler le numéro, je vais vous le passer et je vais juste essayer de lister les figures de jonglage dans un premier temps. On ira après dans le détail. Allez, c'est parti. Clown d'argent au Festival du Cirque de Monte-Carlo. Donc là, je vois tout simplement une cascade à 5 balles en courant autour de la piste. Et puis one-up, demi-pirouette, on reprend la... One-up, collect, demi-pirouette, on reprend la cascade. Marche avant-arrière, enfin course avant-arrière. C'est ce que j'appelle une pompe de jongleur, donc c'est une cascade de plus en plus haut jusqu'à une certaine limite, puis on revient à la hauteur normale. Reverse cascade, cascade reverse en français. Et on passe une douche avec des multiplexes dedans, ça c'est typique de Sergueï Ignatov. Les multiplexes comme ça. One-up, collect, pirouette, et on rattrape. Typique d'une fin de séquence, d'une fin de routine de cirque traditionnel. Il y a quelqu'un qui lui a envoyé 2 balles en plus. Alors vous voyez, c'est des balles énormes. Je pense qu'elles sont en mousse, mais si vous avez plus de détails sur le matériel, dites-le moi. Une très jolie cascade à 7 balles. Et toutes les balles partent dans le panier de l'assistante, partenaire, assistante. Et on passe aux anneaux. On a du 6 synchro, du 6 simultané. Et on passe en alterné avec des 7x, 2 7x de suite, si vous avez bien vu. On fait un pull-up de l'anneau qui était sur le cou. On passe à une cascade à 7. On se débarrasse de 2 anneaux. Cascade à 5, demi-pirouette, pirouette, demi-pirouette et repirouette, pompe, on redescend et pancake, typique de Sergueï Ignatov. Et on collecte dans la main droite. Une fin encore typique de ce type de numéro. Une des merveilleuses idées de Sergueï Ignatov. Fontaine à 4 massues en double. Et de l'avoir accompagné qu'avec des musiques classiques. Ce qui donne là encore. Et au pied, on intègre la 5e. Cascade à 5 en double tour. Back cross d'un côté, back cross des deux côtés. En triple, et vous avez vu, je sais pas si vous avez bien vu, mais il est parti en double et ensuite il passe en triple, c'est typique aussi, voilà. On se débarrasse d'une massue, fontaine en double, là il y a un 8-3-3-3 avec les 3 en simple. On passe en 4 simultanés, on revient en 4 alternés, et encore cette figure de lancer une plus haut, tout collecte et reprendre la fontaine ou la cascade.
back cross pour un passage en flat front, puis combinaison en douche avec des multiplex intégrés. On passe à 3 massues, cascade en triple, puis passage en flat, une espèce de one-up avec des flourish en bas. Il y a plusieurs sortes de flourish d'après moi, donc là on a des pingouins et un back cross, flash back cross, et on passe directement en flat front en triple et flat front en simple, combiné avec des dips. Donc les dips c'est lancé par l'intérieur, hein. Voilà. Sous les bras, back cross en combinaison. On fait un 4-2-3, voilà, et ensuite on passe à une série de Albert et Trebla. Donc ce nom-là, Albert et Trebla, ça vient de Albert Lucas, hein, qui a donné son nom à cette figure-là. À la naissance du cirque, le jongleur vient timidement prendre sa place dans la piste. Qui est une sorte de lancer sous les jambes, mais sans soulever les jambes. En fait. Ou du funambule. Voilà. Que de chemin parcouru aujourd'hui. On voit le jeu des cheveux aussi, qui était assez transgressif à l'époque, surtout en URSS. Hein, je tiens à ça. J'ai entendu ça de la bouche même de Sergei Ignatov. Et voilà. Et un collect encore dans la main droite, typique de fin de routine. Eh bien, ce qui signifie vraiment que c'est la fin d'une partie du numéro. Alors le présentateur Sergio dit que Sergei Ignatov jongle à 11 anneaux. Alors il a jonglé avec 11 anneaux, mais pas sur cette vidéo, hein. Là on démarre avec une cascade à 7 et il intègre les 2 anneaux supplémentaires qui sont accrochés à sa ceinture, à son holster. Il rate une première fois. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? On peut se poser la question, parce que c'est quand même assez bienvenu de rater cet exploit-là une première fois, parce que ça fait monter la tension et ça montre à quel point ça met l'accent sur la difficulté, en fait, sur l'aspect prouesse de l'exercice qu'il est en train de montrer. Voilà, on discutera un peu du matériel juste après. Ça démarre avec la cascade à 7. On fait un petit flash et hop, on chope les 2 suivants et cette fois c'est bon. Voilà. Et avec un pull down, hein, joli pull down des 9 anneaux. Et c'est terminé. Voilà. Alors je vous fais un petit résumé technique. En fait, le jonglage dans ce numéro, il peut paraître assez simple. Il n'y a pas des millions de figures différentes auxquelles on comprend rien. En fait, ça se base principalement sur les 3 figures de base du jonglage traditionnel: cascade, fontaine et douche. Donc cascade avec des nombres impairs, fontaine avec des nombres pairs et douche. Une technique qui est utilisée à plusieurs reprises, c'est le multiplex. Voilà, c'est assez reconnaissable, hein, de Sergei Ignatov. On a les pancakes, et je crois même que Sergei Ignatov serait en quelque sorte l'inventeur. C'est toujours délicat de dire que quelqu'un a inventé ceci et cela, parce que quand on fouine dans l'histoire, on trouve souvent des précurseurs, et voilà. Donc, mais Sergei Ignatov est très connu pour les pancakes, et je connais plusieurs jongleurs qui se sont vraiment inspirés de lui, qui ont vu cette figure chez lui avant de la faire eux-mêmes. Des back cross, quelques body tricks incarnés principalement par les Albert et Trebla, et tout ce qui est ajout et retrait d'objets, ça se fait au sol ou avec son assistante. Je vais dire un petit mot sur sa pirouette. Voilà, je vous repasse très vite sa pirouette. Voilà. C'est pas la meilleure pirouette que j'ai vue. Alors, avec tout le respect que je dois à Sergei Ignatov, je vais quand même faire un petit commentaire sur sa pirouette. Donc première chose, peut-être à sa décharge, faire une pirouette sur une bâche de piste de cirque comme ça, c'est vraiment pas évident, parce que quand on tourne le pied, la bâche plisse et ça freine la pirouette et on se tord le pied vraiment. Et donc voilà, il y a même certains jongleurs qui font des pirouettes en sautant des 2 pieds, hein. Pas en pivotant sur une jambe, mais vraiment en sautant, en décollant les 2 pieds, en faisant une pirouette en l'air et en atterrissant après la pirouette. Sergei Ignatov, donc il fait la technique classique en pivotant sur une jambe. Si vous avez bien vu le flash augmente en hauteur, c'est-à-dire qu'il lance les premiers objets du flash à une certaine hauteur, et au fur et à mesure du 2e, 3e, 4e, 5e objet, la hauteur augmente.
après la pirouette, il se recroqueville un petit peu, c'est-à-dire il baisse son centre de gravité pour être plus stable pour la rattrape. Et si on regarde bien en détail aussi, on voit qu'il y a une petite main qui traîne. Voilà, je sais pas si vous avez vu, mais les bras sont pas hyper serrés quand même. Alors il a aussi cette technique de la pirouette entre guillemets dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il démarre son flash à droite et il tourne à gauche. C'est-à-dire que pour rattraper le premier anneau, il va être obligé de vraiment faire une pirouette complète pour rattraper le premier anneau avec sa main gauche. Alors que d'autres jongleurs font une pirouette que j'appellerais dans le bon sens, ou dans le sens le plus facile, c'est-à-dire que en faisant un flash à droite, la rotation se fait à droite aussi. Ou bien l'inverse, pour les gauchers, ou pour certains jongleurs, pas forcément gauchers, mais qui se sentent mieux dans ce sens-là, ils font un flash à gauche en démarrant à gauche et ils tournent à gauche aussi. Ce qui permet de tricher un tout petit peu, disons d'avoir une marge de sécurité un peu plus importante en rattrapant le premier objet qui tombe du bon côté par rapport à la rotation. Donc on n'est pas obligé d'absolument finir la pirouette. Voilà, donc là, Sergei Ignatov, il fait une pirouette de la façon un peu plus difficile et sur une bâche de cirque et avec des petites imperfections techniques. Voilà, mais il se débrouille très bien quand même. C'était juste pour essayer de vous faire observer ce genre de détails. Voilà, pour ceux qui peut-être travaillent ce genre de technique. Je saute à un autre endroit. Je reviens sur son intégration de 5e massue. Ce qui donne là encore Voilà. une autre dimension. Là, je trouve ça intéressant parce que c'est une technique qu'on peut appliquer dans des tas de situations quand il y a du danger, quand il y a une fragilité technique. Le principe, c'est de baisser son centre de gravité. Donc là, vous voyez qu'il a les jambes bien pliées et il revient sous le jonglage. Il revient sous les massues aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je saute pour aller voir les back cross. Voilà, les back cross. Voilà. Je trouve que les back cross de Sergei Ignatov sont de toute beauté et on va voir pourquoi. Premièrement, il envoie les massues de manière à ce qu'elles tombent dans la bonne orientation, c'est-à-dire qu'elles soient alignées avec l'avant-bras. La vidéo est vraiment de mauvaise qualité, donc on va pas pouvoir voir plus précisément. Si vous voulez voir d'autres vidéos pour comparer, vous pouvez chercher sur YouTube, il y en a d'autres. Donc les massues arrivent alignées avec l'avant-bras. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de corriger la position avant de les relancer en back cross. Donc c'est ce qui fait que le back cross peut être assez naturel, assez détendu, parce qu'il y a une économie du mouvement. Là, on peut se concentrer sur le mouvement, et on voit que le bras est assez bien allongé, pas complètement, mais le bras est pratiquement le long du corps, et donc la main est sous la hauteur des fesses. Il y a d'autres jongleurs qui ont un mouvement plus ramassé, notamment les jongleurs qui aiment jongler vite et qui font des back cross. Le geste est en général moins ample pour faire tourner les massues plus vite et moins haut. Mais là, moi, ce que j'aime bien chez Sergei Ignatov, c'est que son back cross est super ample et paraît super détendu. Voilà pour les back cross. Alors je vais aller voir à la fin du numéro. Voilà, je voulais juste faire un commentaire sur le commentaire. Raspini jonglait avec 9 anneaux, ce qui était considéré comme un summum. Eh bien, Sergei, regardez bien, jongle avec 11 anneaux. Alors voilà, ce cher Sergio dit que Sergei Ignatov jongle avec 11 anneaux, regardez bien. Donc Sergei Ignatov a jonglé avec 11 anneaux, il a été le premier à le faire en public, c'était dans les années 1970, et il l'a refait en 1992 à la convention américaine d'Orlando. C'est une vidéo qui est connue aussi parmi les jongleurs, parce que c'était un moment vraiment incroyable. Et ce que les gens savent pas quand ils regardent ces vidéos, c'est qu'entre temps, il y a eu une interruption, c'est-à-dire il a été blessé, il y a eu peut-être 15 années de vie. Mais donc sur cette vidéo, en tout cas, si vous comptez bien, il n'y a pas 11 anneaux. Il y en a 7 dans les mains. On les voit pas très bien sur la vidéo, mais il y en a 4 à droite et 3 à gauche, et il y en a 2 sur les holsters, le système de ceinture et de support qui tient les 2 anneaux supplémentaires. Qu'est-ce qui s'est passé quand cette émission est passée à la télévision française dans les années 80 ou 90 ? Tout le monde y croit. En fait, personne ne sait compter dans le grand public. Personne ne sait compter le nombre d'objets qu'un jongleur utilise. Mais voilà. Alors, pour finir les considérations techniques, je vais vous montrer un petit schéma que j'ai fait.
sur ce schéma, j'ai essayé de montrer la progression au cours du numéro. La ligne bleue, c'est le nombre d'objets que le jongleur utilise activement. La ligne jaune, c'est le type d'objet, donc 1 c'est les balles, 2 c'est les anneaux, 3 c'est les massues, et on revient aux anneaux à la fin. Et la ligne verte, c'est la quantité de déplacement, et j'ai noté ça de 1 à 5. Donc c'est déjà intéressant parce que une structure vraiment basique pour un numéro de cirque traditionnel, c'est d'aller du moins au plus d'objets. Par exemple, de commencer à 3 objets, ensuite 4, ensuite 5, et ensuite 6 ou 7 ou 8 ou 9 selon le savoir-faire de l'artiste. On a une structure un peu plus complexe, donc au lieu de commencer à 3, on commence à 5, et on passe à 7, à un tiers du numéro, on a déjà un gros exploit. Ensuite on redescend à 5 et puis à 3, puis on a une grande partie de 3 objets pendant la deuxième moitié du numéro. Et pour finir, on passe à 9 anneaux, donc le clou du numéro, l'exercice le plus difficile, le plus impressionnant. On voit que la partie principale du numéro se fait avec 3 massues, donc c'est là qu'il développe vraiment son vocabulaire, ses variations, ses différentes figures à 3 massues. Et pour ce qui est du mouvement, en fait, il y en a au début du numéro, il y en a au milieu du numéro et il y en a plus. On voit que le mouvement, le déplacement, c'est une façon d'agrémenter le numéro, mais je ne sais pas si on peut dire que ça fait partie de la structure du numéro. C'est plutôt un petit plus. D'autant que les déplacements pendant son numéro restent assez basiques. Donc c'est en avant, en arrière, donc une traversée de la piste d'avant en arrière, un tour en courant autour de la piste. Voilà. Mais, donc on suit la forme de la piste, le diamètre ou la circonférence, mais ça va pas beaucoup plus loin. Alors maintenant, je vais m'occuper des costumes. Pour commencer, est-ce que vous voyez ce genre de costume dans la rue tous les jours, en allant faire vos courses? Moi, non, en tout cas. On va voir ça en détail, mais ce sont des vêtements de spectacle, ce sont des vêtements de parade. Donc ce type de vêtement s'appelle, je crois, un léotard. Donc c'est une combinaison intégrale qui est près du corps pour montrer la liberté de mouvement de l'artiste, pour montrer les qualités corporelles, la musculature, la souplesse, la rapidité, la précision de mouvement. Dans une certaine limite, on ne veut pas montrer non plus le corps directement, mais on veut montrer certaines qualités. Donc la couleur blanc joue un rôle là-dedans, c'est la couleur de la pureté spirituelle, c'était la couleur de la monarchie de droit divin en France, donc c'est une couleur qui est approuvée par Dieu, on va dire ça, c'est la couleur de la paix, de la perfection, de la propreté, de l'innocence, de la simplicité, de l'immatériel, de la sagesse, de l'immuabilité, donc ça on va voir pourquoi c'est cohérent aussi. On voit aussi que sur les épaules, il y a des choses particulières dans le costume. Je ne connais pas le nom précis de cet élément de costume autour des épaules. Ce que je peux dire, c'est que ça vise à élargir la silhouette. Au lieu d'avoir les épaules naturelles, ça donne l'impression que celui qui porte le costume est bien plus fort, donc a une carrure bien plus large que sa carrure naturelle. Les épaules, symboliquement, représentent l'action, la maîtrise, le désir d'agir, d'intervenir, c'est-à-dire de contrôler l'environnement, de contrôler le monde, de contrôler donc les accessoires, les objets pour un jongleur. Mais ça représente aussi la capacité à supporter les charges. Donc on va voir aussi comment le costume joue un rôle dans l'univers complet qu'on peut déchiffrer dans le numéro. Le décolleté, c'est un symbole d'audace, de statut, de séduction, de confiance en soi. C'est un attribut masculin où on montre une poitrine masculine. Vous voyez sur les manches, il y a une broderie, un motif comme ça de lignes qui se croisent. La broderie, c'est un travail fin, c'est un travail artisanal, c'est un travail de luxe, ça évoque l'appartenance à un groupe social élevé dans la société. C'est le symbole d'une protection spirituelle pour éloigner le mal. Tout ça, je le tire d'un dictionnaire des symboles. Sur l'image aussi, on devine des paillettes, même si l'image est de mauvaise qualité, mais on voit que le costume brille. Donc les paillettes, c'est fait pour refléter la lumière, mais de loin, on peut avoir l'impression que le costume brille de lui-même. C'est déjà un petit effort de raisonnement de se dire que ce ne sont pas les paillettes qui brillent, mais qu'elles reflètent la lumière, une lumière qui vient d'ailleurs, des projecteurs ou de la lumière du jour. Donc si on ne fait pas d'effort, on se dit que ce sont les paillettes qui brillent. Et les paillettes sont un élément symbolique important aussi. Donc les paillettes émettent de la lumière, donc de l'énergie. Les paillettes constituent en quelque sorte une étincelle de la vie, un pouvoir fertilisant, un feu céleste
quelque chose de puissant et de rapide, un outil de dieu, c'est Zeus qui est le dieu de la foudre, et il existe des équivalents dans différentes cultures. Son association à la pluie fertilisante est quasi universelle. C'est-à-dire lors d'un orage, le tonnerre précède la foudre et la foudre précède la pluie. Donc la foudre peut détruire des maisons ou des arbres, mais la pluie arrose les cultures, donc favorise des bonnes récoltes. Les paillettes sont un symbole ambivalent qui féconde ou foudroie. Dans le costume, on voit une ceinture, donc une ceinture a une dimension symbolique importante aussi. C'est un symbole de contrôle de soi, de discipline, de capacité à tenir ensemble sa vie et ses émotions. C'est une protection spirituelle aussi, un peu comme les broderies. C'est un attribut rituel. La ceinture, c'est aussi un support pour les armes d'un voyageur. C'est-à-dire qu'un voyageur, au Moyen-Âge par exemple, peut avoir à affronter des dangers, des animaux, des voleurs. Il doit pouvoir accéder à son arme rapidement. Donc il met son épée dans la ceinture. Et là, Sergei Ignatov, il met ses anneaux dans la ceinture. En jouant avec cet élément symbolique-là, le jongleur se construit petit à petit une sorte de personnage cohérent, et on va assembler ça dans un instant. Là, on le voit pas sur cette image-là, mais Sergei il porte des chaussons, et les chaussons, c'est pas n'importe quelle chaussure, ce sont des chaussures fines, même je dirais raffinées, qui sont des signes d'appartenance à une élite. On met pas des chaussons pour aller à la mine ou à l'usine ou dans les champs. Donc porter des chaussons, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller ni à la mine, ni à l'usine, ni dans les champs. Et pendant ce temps, on peut se livrer à des activités plus symboliques, voilà, qui ne nous rapportent pas directement de nourriture. Je peux redire un mot sur les cheveux aussi. Donc, en fait, il y a un certain temps, j'avais assisté à une conférence de Sergei Ignatov où il racontait que, à l'époque, avoir les cheveux longs, donc dans les années 70, en URSS, avoir les cheveux longs, c'était déjà transgressif. Aujourd'hui, peut-être que on s'en aperçoit plus quand on voit quelqu'un avec les cheveux longs, parce que c'est plutôt courant, puis c'est socialement bien accepté. Mais à l'époque, je pense que la signification était plus forte. Et vous connaissez l'histoire de Samson, qui retrouve sa force une fois que ses cheveux repoussent. On peut associer ce genre de symbole aussi, que Sergei Ignatov a les cheveux plus longs que la normale, ce qui lui permet d'avoir plus de force, ou plus de rapidité, en tout cas de meilleure qualité. Juste un petit mot sur les costumes de sa partenaire, assistante. On retrouve une sorte de ceinture, mais sur la tête, donc un serre-tête, qui a le même genre de symbolique que la ceinture de la taille. C'est un symbole d'éternité, de connexion divine, de protection spirituelle, comme la ceinture. C'est un élément de rite de passage, comme la ceinture. Donc sa partenaire porte une robe, donc des vêtements très féminins par opposition aux jongleurs qui portent des vêtements plutôt typés masculins. Et on va passer à la musique. Donc je ne vais pas vous repasser le numéro pour écouter la musique, vous l'avez peut-être entendu, il y a plusieurs musiques au cours du numéro, mais il y en a surtout une qui est le Nocturne numéro 2, opus 9 de Chopin, sans doute joué sur une bande enregistrée, je ne crois pas que ce soit l'orchestre qui le joue, mais peu importe, on va s'attarder sur l'aspect symbolique. Donc Chopin, c'est un compositeur romantique, et le romantisme se caractérise par une expression émotionnelle, une expression des passions, et l'idéal romantique, c'est l'artiste héros avec un style raffiné. C'est vraiment très cohérent avec les autres aspects de ce numéro. C'est une originalité dans le cirque de cette époque, où l'orchestre joue plutôt soit des musiques traditionnelles de cirque, issues de la culture militaire, du temps de la création du cirque sous cette forme-là, ou bien des morceaux connus, des morceaux populaires, des morceaux diffusés à la radio, réarrangés pour le cirque. Alors je vais rester sur cette image pour voir un peu la structure sociale qui est représentée dans ce numéro. On voit un homme et une femme. L'homme est au centre, c'est lui qui travaille, c'est lui qui jongle, c'est lui qui prend des risques, c'est lui qui est au centre de l'attention. La femme a un rôle secondaire. Elle passe au jongleur les accessoires, et elle lui reprend, et elle les range. Et on voit sur cette image-là que la femme a un rôle d'apparat, c'est-à-dire elle ne se contente pas d'être debout à l'arrière de la piste, elle prend des poses que j'appellerais de séduction, c'est-à-dire la poitrine en avant, une jambe décalée, en avant ou en arrière, la pointe tendue, en regardant le jongleur. Donc la femme met toute son attention sur le jongleur. Là, du début à la fin du numéro, on voit pas très bien quelle relation il y a entre l'homme et la femme. Est-ce qu'ils sont mariés femmes? Est-ce qu'ils sont frères et sœurs? Ou mère et fils? J'ai pas l'impression que la femme soit la mère du jongleur, si j'en crois leur apparence physique, mais
On ne sait pas. En tout cas, il n'y a pas de détail qui permet de trancher. Ce qui me semble cohérent, parce que jusqu'à présent, tous les éléments du costume montrent qu'on a plutôt affaire à des personnages célestes ou divins. Donc ils ne s'embarrassent pas des préoccupations terrestres comme faire des enfants, faire la cuisine, faire pousser des légumes, aller à l'usine ou aller à la mine. Ils sont bien au-delà de ces préoccupations. Donc est-ce qu'ils sont finalement mariés et femmes, frères et sœurs, ou est-ce que c'est simplement deux personnages mythiques? Et sur cette image-là, on voit le salut final, les bras en croix, les bras écartés, les paumes des mains plutôt vers le haut. Donc ça, pour moi, c'est une posture à caractère religieux. Les bras écartés, les mains, les paumes vers le haut, c'est-à-dire qu'on est prêt à recevoir quelque chose qui vient du ciel. On est prêt à recevoir un sacrement, une bénédiction. De manière plus générale, je dirais qu'on est prêt à recevoir le salut. Et le salut, qu'est-ce que c'est? Le mot salut est cousin du mot sauver. Donc un salut, c'est le fait d'échapper à un danger, à un malheur ou à la mort. Un danger ou un malheur étant symbole de mort de toute façon, c'est-à-dire qu'on augmente le risque de mourir quand on traverse un danger, quand on rencontre un danger ou un malheur. Même si on ne meurt pas, il y a un risque supplémentaire de mort, donc ce qui revient à échapper à la mort, ou à s'éloigner de la mort en tout cas. La deuxième définition, c'est le fait d'être sauvé de l'état de péché ou de la damnation éternelle. Ce qui revient au même, c'est-à-dire d'échapper à la mort. Et la troisième définition, c'est une marque extérieure de politesse donnée à une personne qu'on rencontre ou dont on prend congé. Donc là, le salut du jongleur représente pour moi les trois à la fois. C'est-à-dire qu'il vient d'échapper à un danger, c'est-à-dire le danger de rater, le danger de ne pas rattraper ses objets, le danger de ne pas réussir ses figures, le danger d'échouer en fait au défi qu'il s'était lancé. Donc à une mort symbolique. Mais ça va plus loin, parce que ayant surmonté toutes ces épreuves, il échappe à la mort, donc il a accès à la vie éternelle en quelque sorte. Et cette position de salut en croix, vous connaissez tous quelqu'un qui est mort les bras en croix, voilà, mais en fait qui est ressuscité, donc qui a échappé à la mort et qui a obtenu la vie éternelle. Donc c'est une histoire qui est fondatrice des civilisations occidentales. Donc vous voyez petit à petit se construire la narration autour de ce numéro en fait. Même si c'est pas vraiment une histoire au sens théâtral du terme, dans un sens qui respecterait le schéma narratif, c'est-à-dire aujourd'hui quand on regarde ce type de numéro de cirque traditionnel, moi j'ai très souvent entendu il n'y a pas d'histoire. Par opposition à des spectacles de cirque contemporain qui donneraient un rôle plus important à la narration ou à une forme d'histoire. Bien sûr que si, il y a une histoire dans ce numéro. C'est l'histoire d'un héros, donc d'un personnage avec une dimension mythique, qui a un statut particulier, presque divin, qui traverse des épreuves. Ces épreuves sont le 7 balles, le 5 anneaux, les figures compliquées, les combinaisons compliquées avec les massues, et pour finir, le 9 anneaux, qui est un exploit international. Ayant vaincu toutes ces épreuves, ayant surmonté toutes ces épreuves, il échappe à la mort et accède, donc s'il échappe à la mort, c'est qu'il accède à la vie éternelle. Si tout d'un coup il n'a plus accès à la vie éternelle, alors il meurt. Donc Sergueï Ignatov, c'est un héros, une sorte de figure christique, qui vient sur Terre en quelque sorte pour traverser une épreuve, qui se sacrifie pour le public, parce que c'est lui qui prend les risques, c'est pas le public. Donc il prend des risques que le public ne souhaite pas ou n'est pas capable de prendre, parce que le public ne survivrait pas symboliquement à ces épreuves-là. Si quelqu'un du public vient tout d'un coup sur la piste avec Sergueï Ignatov, il peut pas prendre les 5 massues et jongler avec comme si de rien n'était. Il y a quasiment aucune chance que ça arrive. Je pourrais ajouter aussi que les figures de jonglage de Sergueï Ignatov sont des prouesses, c'est-à-dire une prouesse, par définition, c'est un acte de valeur des preux. Qu'est-ce que c'est un preux? C'est un héros pourvu de toutes les qualités chevaleresques. Les qualités chevaleresques sont le courage, la fidélité, la piété, la courtoisie, la générosité. Une prouesse, c'est l'acte de quelqu'un qui porte les valeurs de courage, de fidélité, de piété, de générosité. Donc on pourrait dire que Sergueï Ignatov c'est une sorte de chevalier, sauf qu'au lieu d'aller tuer des dragons, il relève des défis de jonglage. Je voudrais essayer de résumer mon analyse avec cette question. Comment compléter la phrase « Pour réussir votre vie », point de suspension. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place des points de suspension? En théâtre, il y a 2 grandes catégories de pièces qui sont le drame et la comédie. En gros, pour vraiment simplifier, une comédie, ça se finit bien, et un drame, ça se finit mal. Une comédie, c'est quand le héros
retrouve une situation de stabilité ou a accès à une meilleure situation. Et un drame, c'est quand tout le monde meurt. Voilà, en gros, c'est ça. Le numéro de Sergei Ignatov, est-ce que c'est plutôt un drame ou une comédie? C'est plutôt une comédie, parce que le héros a vaincu toutes les épreuves qu'il a traversées et a accès à la vie éternelle. Donc le numéro nous donne un modèle de vie, une représentation du monde, et je vais essayer de résumer ça en une seule phrase qui commencerait par « Pour réussir votre vie », point de suspension. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place des points de suspension? En l'occurrence, je propose pour Sergei Ignatov « Pour réussir votre vie », traversez les épreuves et soyez vainqueur et accédez au salut. Avec salut dans le sens d'échapper à la mort. Voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo. Regardez en description, j'ai mis un lien vers un guide gratuit de démarrage si vous voulez monter votre propre numéro de jonglage. J'ai mis un lien pour vous procurer mon manuel d'initiation, pour ceux que ça intéresse. Et dites-moi si vous avez envie que j'analyse d'autres numéros. Rendez-vous à la prochaine vidéo.